Vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous sommes le 30 août 2022 et c'est le premier épisode, tenez-vous bien, de la 10e saison de votre podcast. Et oui, c'est la rentrée d'ailleurs pour tout le monde. Les enseignements découvrent leur classe. D'ailleurs, on va avoir droit au reportage habituel sur le journal de 13h et de 20h à la télé où on nous montre les enfants qui pleurent parce que c'est la rentrée scolaire. Bref, les élèves découvrent leurs enseignants. On a des fournitures scolaires toutes neuves, des cahiers bien propres et bien neufs qui garderont cet état que quelques semaines. Des trousses avec des stylos tout propres et bien rangés dont les premiers bouchons se perdront dans les méandres des mâchouilleries du quotidien, des cours les plus pénibles. Ça, c'est dans quelques semaines. Et c'est bien entendu la rentrée pour la tech aussi. Et dans cet épisode, ça tombe bien, les sujets vont nous permettre un petit peu de nous remettre dans le bain tous ensemble, dans le bain de l'actualité tech. Après un été plutôt reposant, plutôt calme, pas de gros séismes d'informations. On va vous parler de Twitter qui subit notamment ces derniers jours les critiques d'un lanceur d'alerte, ancien responsable de sécurité, qui dépeint un fonctionnement du réseau social en interne pour le moins inquiétant. Et ça tombe bien pour Elon Musk qui voulait racheter Twitter, rappelez-vous, mais qui a abandonné et qui trouve là peut-être des justifications toutes prêtes, clés en main, pour l'aider à jeter l'éponge. La rentrée, c'est aussi l'actualité tournée, tenez-vous bien, vers le ciel avec des annonces liées à la connexion grâce aux satellites, peut-être en tout cas notamment grâce à SpaceX et peut-être aussi grâce à Apple, parce que les rumeurs nous laissent imaginer que des iPhones pourraient bien se connecter par le satellite dans quelques semaines, on verra ça. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve celui qui a préparé cette émission qui vous a peut-être bien manqué pendant cet été, celui qui était à la tech, ce que les atouts sont au tarot, auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Eh ben écoute, salut, voilà, ouais, c'est ça, l'atout. Il y a pas le petit bout, le grand bout, Oui, il y a le petit bout et le grand bout, il y a l'excuse aussi, voilà, et l'atout TOUX quelque part, mais on espère que ça va pas t'embêter pour cette Voilà, épisode. donc je voulais juger de quel bout je suis, ou c'est peut-être de excuses, je sais pas. Si, tu es le grand bout, voyons, c'est obligé, Guillaume. Est-ce que tu as passé un bel été ? Est-ce que tu as fait des choses remarquables cet été ? Est-ce que tu as joué à des trucs, à des jeux vidéo remarquables ? Non, remarquable, pas vraiment. Non, ça a été un été très sympa. Écoute, très reposant, très déconnecté aussi. Et c'est pas plus mal, ça fait du bien. Mais bon, on est très content de rentrer, bien entendu. On a nos marronniers à nous. Nous, c'est des marronniers synthétiques parce que c'est toujours les mêmes. T'as vu, on recommence sur Twitter. C'est pas très original. C'est vrai, c'est sûr. C'est pas très original, mais il y a quand même des choses assez sympas à relayer. Donc, on va en parler ensemble. Tu sais que moi, tu m'as hypé, forcément, quand tu m'avais relayé les sorties de Stray. Alors, forcément, j'ai joué à Stray cet été. Je voulais juste t'en toucher un petit clin d'œil. Et j'ai passé, franchement, un super moment. Si vous avez l'occasion de jouer à Stray de votre côté, c'est 5, 6, 7 heures de jeu, mais vraiment de voyage assez extraordinaire. Allez jeter un coup d'œil. On parlera de jeux vidéo tout à l'heure en fin d'émission. En attendant, merci beaucoup à toutes celles et à tous ceux qui ont profité de l'été pour rejoindre les rangs des auditeurs engagés, ceux qui veulent écouter le podcast en s'affranchissant de la pub, en prenant un abonnement premium ou en le renouvelant. Je voudrais citer tout particulièrement Medenor, Meric54 et Alexis Agaï. Et si vous voulez, vous qui nous écoutez, faire comme eux et soutenir le podcast, il vous suffit de vous rendre sur patreon.com/techcafé et de vous inscrire sur la page en échange de quelques euros par mois. Alors c'est clairement grâce à vous qu'on peut fièrement revendiquer 10 ans de régularité dans le monde du podcast. Donc évidemment, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Merci 3650 fois quelque part. Rendez-vous pour toutes les infos sur patreon.com/techcafé. Et puis tiens Guillaume, on a des nouveaux avis Apple Podcasts. On était un petit peu à court d'avis ces derniers épisodes, mais on sent qu'ils ont profité de l'été pour déposer des évaluations. Et on a Captain Flamme, tiens-toi bien, Captain Flamme qui est venu déposer un avis qui met super analyse tech, super analyse au pluriel tech. Merci à vous deux. Mention spéciale pour la soupe aux cailloux, la narration au top qui a ravi mes deux filles. Écoute Captain Flamme, merci beaucoup. Si jamais vous comprenez pas de quoi il s'agit, écoutez ou réécoutez l'épisode 284, mais cette fois-ci jusqu'au bout. Il y a un petit bonus de fin de saison, un petit clin d'œil. Et c'est marrant Guillaume parce que j'ai eu plein de retours là-dessus. J'ai pas eu des retours dithyrambiques sur l'analyse de la tech, etc. Mais la soupe aux cailloux, je trouve que ça ouais, comme quoi. Non, mais on tient peut-être un concept,
Ah oui, il va savoir. Il va falloir qu'on creuse ça. Il y a un concept aussi qu'il faudrait qu'on développe, c'est qu'il y a un épisode qui est revenu des limbes du passé durant cet été. C'est un épisode rétro 2002 sur lequel là aussi on a eu plein de retours positifs qui nous disaient à quel point cet épisode estival était plaisant. Quelque part même, ce qui remontait, c'était le fait que c'était un peu déroutant de voir tout le chemin qui avait été parcouru depuis. Donc là aussi, si vous voulez comprendre de quoi il s'agit et si vous n'étiez pas abonné auparavant à Tech Café, écoutez dans le flux du podcast le précédent épisode, c'est Rétro 2002 et vous allez vous plonger comme par magie, comme Marty et Doc et Matt Brown 20 ans en arrière, et vous allez voir un petit peu l'état de la tech. Exercice toujours remarquable, pas forcément évident à faire, mais qui a priori encore une fois plu. Écoute, encore un succès. Et dernier mot, peut-être pendant que vous allez écouter les sujets qu'on va aborder dans cet épisode, vous allez peut-être avoir envie de réagir, de déposer votre commentaire, votre avis. Il y a deux manières pour ça. La manière peut-être la plus visible pour le référencement naturel du podcast, c'est dans les commentaires sur techcafé.fr. Donc n'hésitez pas à aller déposer des commentaires. Mais il y a aussi un serveur Discord qui est accessible en un clic dans les notes de l'épisode. Et c'est une ambiance assez familiale, assez chaleureuse. On parle de plein de trucs, on parle de parents, de sport, on parle évidemment un petit peu de tech, on parle d'Apple. Et si jamais vous aimez pas Apple, vous pouvez mettre en silence, mettre en sourdine la rubrique dédiée. Franchement, il y en a pour tout le monde. Rendez-vous donc sur le serveur Discord. Allez, sans autre forme de procès, on va donc attaquer le vif des news de cet épisode et de cette fin d'été, de ce début de rentrée, parce que oui, il y a un gros sujet qui est tombé. C'est le responsable sécurité de Twitter qui est sorti du bois en remontant plusieurs alertes auprès de plusieurs entités américaines pour mettre en lumière les fonctionnements internes de Twitter qui, en matière de sécurité notamment, sont particulièrement défaillants et qui causent évidemment d'énormes problème. Tu t'es penché sur ce sujet, Guillaume. Écoute, ouais, gros dossier de 200 pages sur la boîte, qui, pour résumer, rien ne va. Voilà, sécurité informatique, fiabilité des chiffres aussi, des nombres de bots, tout ça, espionnage. Bulletin de notes, 0, redoublement reconseillé. Complètement, ouais. Et en fait, la boîte sert même constamment à 2 doigts de la catastrophe industrielle. Alors, c'est assez remarquable quand même parce que c'est pas n'importe qui le dit. C'est Peter Zatko, qui était tout simplement responsable de la sécurité, donc chez Twitter. Il a été embauché par Jack Dorsey lui-même à la suite d'un hack spectaculaire en 2020. Alors en 2020, vous vous en souvenez peut-être de ce truc-là, on en avait parlé, je crois, c'était des arnaqueurs. C'était l'été d'ailleurs. Tout à fait, c'était des arnaqueurs à la crypto-monnaie qui avaient pris possession de comptes de célébrités comme Obama ou Elon Musk. Ils avaient fait dans les $100,000 en quelques heures, voilà, donc c'était finalement assez limité, mais l'affaire avait inévitablement fait beaucoup de bruit, vu que c'était quand même des célébrités qui avaient été piratées. À la suite de ça, Jack, qui était encore CEO à l'époque, avait appelé Peter à la rescousse, et justement, pourquoi Peter? Pourquoi lui? Parce que Zatko, c'est loin d'être un anonyme en fait. C'est un hacker quasi légendaire qui fait partie du paysage de la sécurité depuis le début des années 80. Donc il s'appelle Mudge, de son surnom il se fait appeler Mudge, ça veut dire boue je crois, et il a commencé sa carrière dans le groupe légendaire lui aussi, qui s'appelle le Cult of the Dead Cow. Alors, le culte de la vache morte. Culte de la vache morte parce qu'il s'était installé, je crois, dans les locaux d'un ancien abattoir, si je me souviens bien. Donc, les vieux de la vieille se souviennent d'ailleurs aussi peut-être de ce groupe qui aurait pu faire du death metal, vraiment, avec ce nom, clairement. Mais bon, Mudge, d'ailleurs, faisait de la guitare, et c'était assez marrant, mais bon, il donnait plutôt dans le hacking, et voir le hacktivisme, dans le hacking est un peu éthique, enfin, disons, au début, moins, mais en tous les cas, il faisait du hacking, et dans les années 90, ils étaient aussi à l'origine d'un logiciel qui s'appelait Back Orifice. Alors, c'est un logiciel qui prenait possession de Windows 95 et 98 à distance, en référence à Back Office, voilà, Back Orifice, bon, vous avez compris. Et ça a fait sensation, évidemment, à l'époque, c'était une sorte de VNC, voilà, pour Windows 95, sauf que c'était pas prévu du tout, quoi, évidemment. Et il y a eu Back Office 2000, d'ailleurs, qui arrivait juste après pour la branche NT. Alors, si on revient à Peter, lui, c'est quand même l'auteur d'un des premiers papiers articles sur le buffer overflow, donc une technique connue pour gagner en privilège sur une machine, qui a vraiment fait date. Il en a écrit et coécrit plein d'autres, en particulier au sein de Loft, qui est un collectif de hackers aussi, basé dans le Massachusetts, qui a été invité à témoigner d'ailleurs devant le Congrès en 98 sur la portée des risques informatiques. Et Peter y était. Il avait d'ailleurs une coiffure tout à fait typique, voilà, cheveux longs, enfin, il y avait vraiment, c'était assez marrant. Et bon, Peter Zatko, qui a ensuite coupé ses cheveux, est allé travailler pour la DARPA, pour Motorola, pour Google et finalement pour Twitter. Donc c'est vraiment pas le premier venu, ça donne quand même un poids certain à ce qu'il raconte, même si on n'a aucune preuve évidemment pour le moment. Disons que son témoignage est crédible, et que bon, la défense de Twitter qui
finalement se résume à il s'entendait pas avec Agrawal, il a été viré en janvier et il se venge. C'est vrai que c'est un petit peu léger, on va dire, en face. Alors, avec plus de détails, voilà, qu'est-ce qu'il dit ? Donc déjà, Zatko cache pas déjà ses différends avec Parag Agrawal. Par exemple, il lui aurait demandé de se contenter d'exposer brièvement à l'oral les problèmes de sécurité Twitter. Donc le CEO, le nouveau CEO, au conseil d'administration, parce que il faut surtout pas faire de rapport détaillé, tu vois, voilà, c'est histoire de minimiser un petit peu les problèmes. Bon, il dit qu'il a même caviardé des rapports qui étaient issus d'audit externe. Donc voilà, Zatko aurait été aussi choqué par Agrawal, qui aurait considéré sérieusement se soumettre à la censure de Poutine. Bon, de son côté, il affirme qu'il a été mis à la porte pour ça, d'ailleurs, hein, justement parce qu'il faisait de la résistance à chaque fois, comme ça. Et plus généralement, Twitter donnerait, aurait une sécurité interne qui serait assez défaillante, parce que par exemple, il donnerait à une moitié de ses effectifs accès à des fonctions critiques de la plateforme. Et tout ça sans faire vraiment suivi des actions énormes, quoi. Donc apparemment, en gros, tous les ingénieurs ont accès à un petit peu tout, il n'y a pas vraiment beaucoup de suivi. Il y a 4 machines sur 10 qui seraient pas sécurisées correctement, la moitié de ces serveurs seraient pas à jour, ou fonctionneraient, sans les sécurités basiques, comme, le chiffrement des disques, tu vois, par exemple. Et donc, avec un laxisme pareil, Twitter est particulièrement vulnérable vis-à-vis des cyberattaques étrangères. Et Peter affirme d'ailleurs que, juste avant son licenciement, il y a une agence gouvernementale qui aurait signalé au moins un espion parmi ses salariés. Alors, j'ai lu plus tard que apparemment, il s'agirait peut-être d'un employé indien qui aurait été, c'était en fait un agent du gouvernement indien qui aurait été forcé, que Twitter aurait été forcé d'engager. Et justement, du coup, comme pratiquement tous les ingénieurs ont accès à pratiquement à tout, ça aurait voulu dire que potentiellement, des agents gouvernementaux auraient pu avoir accès à des infrastructures critiques de Twitter, à des données critiques, et éventuellement à des données privées aussi. Donc ça remonte assez loin, et c'est quand même assez grave en réalité. Et bon, en ce qui concerne Twitter lui-même, son infrastructure, il n'y aurait pas suffisamment de redondance et de procédures de redémarrage claires. Donc en gros, s'il y a un crash généralisé des data centers, Twitter est offline, et si c'est vraiment une panne sérieuse comme un incendie par exemple, là, qui détruit des trucs, ça arrive jamais, n'est-ce pas, OVH ? Twitter pourrait ne pas s'en remettre, quoi. Donc voilà, en plus il y aurait une gestion calamiteuse des comptes supprimés, les données seraient pas effacées correctement, voire se perdraient. Et bien sûr, il y a la question des bots ou des faux comptes qui seraient à dessein largement sous-estimés. Et évidemment, ça lie le témoignage de Peter à l'autre grosse affaire qui occupe Twitter actuellement, c'est-à-dire évidemment son rachat par Elon Musk. Ouais, ça tombe un peu comme du pain béni, hein, j'imagine, pour le camp d'Elon Musk, finalement, d'avoir autant d'arguments qui montrent qu'une boîte comme Twitter est quelque part aussi mal gérée. Alors peut-être des réserves à apporter. Ça reste, comme tu l'as dit, c'est pas n'importe qui. Maintenant, c'est les témoignages d'une personne. Donc, il va y avoir, j'imagine, des enquêtes. Il va y avoir plusieurs actions que tu vas pouvoir d'ailleurs relever, notamment qui vont même jusqu'en Europe. Hein. Quelque part, c'est un séisme qui a des échos quelque part partout dans le monde. Mais peut-être il faut quand même garder à l'esprit le fait qu'on, pour l'instant, évidemment, on n'en sait rien, et peut-être que ce sont des allégations d'une personne qui sont largement dépassées. Mais évidemment, on peut pas juste regarder ça en se disant c'est juste une personne qui n'est pas contente de la manière dont il a été viré. Gardons en tête aussi qu'Agrawal, quelque part, le responsable aujourd'hui, le grand big boss de Twitter d'aujourd'hui, c'est l'ancien responsable technique. On sait, dans les boîtes privées, les responsables techniques et les responsables sécurité, c'est pas toujours les meilleurs amis du monde. Est-ce qu'il peut y avoir des frictions qui ont eu des échos par la suite? Peut-être. Est-ce qu'elles peuvent aller à un tel niveau? On n'en sait rien. Bon, en tout cas, c'est un gros sujet, parce qu'évidemment, Twitter, au-delà de la puissance, du poids financier qu'il représente, c'est avant tout un leader d'opinion sur plein de sujets. Et forcément, si on est en train de montrer qu'il est aussi faillible, c'est pas forcément rassurant. Alors justement, les conséquences peut-être du point de vue de la législation, je sais pas si c'est ça que tu voulais dire. Il y a beaucoup de choses. Oui. Alors, évidemment, encore une fois, tout ce que je viens de dire, voilà, c'est ce que dit Zatko, le lanceur d'alerte. Twitter s'en défend. Il contredit à peu près tout, sans trop de surprise. L'affaire va pas en rester là, compte tenu de la gravité des accusations. À peu près tout le monde, effectivement, s'intéresse de près à ce rapport. À commencer par le Congrès des États-Unis, la FTC,
mais aussi la Commission irlandaise de la protection des données, parce que c'est elle qui s'occupe du RGPD en Europe, et notre CNIL à nous, dans notre beau pays aux 300 fromages, aussi, elle s'intéresse à tout ça. 300 fromages ? Oui, 300 fromages. Oui, mais vérifie, plus même, sans doute. Bref, tout le monde est en train de lancer des enquêtes sur le fait sur ce qu'a fait ou n'a pas fait Twitter. Et c'est une inquiétude d'ailleurs qui est transpartisane, hein. Il y a des sénateurs qui l'ont déjà clairement exprimé sur Twitter d'ailleurs, et ça va jusqu'à des soucis de sécurité intérieure, hein, comme je disais. Et du coup, du côté de la FTC, on est vraiment pas content, hein, on est vraiment en tout colère, parce que c'est pas la première fois que Twitter s'illustre par sa sécurité en mousse en fait, hein, ni la deuxième en vrai. Puisqu'en 2009, Twitter s'est fait pirater 2 fois, un petit peu comme en 2020 d'ailleurs. Hein. Le compte d'Obama a été piraté et a servi à des arnaques. Donc l'attaque s'est faite par force brute sur un mot de passe administrateur qui était vraiment très très faible. 2, 3, 4, 5, la rumeur dit. Non, mais carrément, non, mais c'est un truc du genre saucisse, quoi, tu vois, c'est un mot du dictionnaire. C'était un mot du dictionnaire en minuscule. C'est vraiment écrit dans le dossier. Ouais. Donc c'était vraiment peut-être saucisse. En tout cas, voilà, la FTC a tapé de ses petites pattes bleues, voilà, elle a tapé sur les petites pattes bleues de Twitter, là, hein, pour mise en danger des données d'autrui. Et Twitter, il a gazouillé une petite promesse, hein, mettre sa sécurité au standard. Bon, ce que dit le lanceur d'alerte, si ce que dit le lanceur d'alerte est vrai, c'est que ça va se faire voler dans les plumes, hein, parce qu'en gros, ça voudrait dire que Twitter a dit oui, bien sûr, monsieur, puis il a continué à faire n'importe quoi pendant 10 ans. Tout ça en prenant la FTC pour une poire, donc ça risque de très grosses amendes. D'ailleurs, dans le cadre du RGPD aussi, ça peut être 4% du chiffre d'affaires annuel. Et bon, évidemment, après, il y a cette affaire Elon Musk. Alors, Elon Musk a déjà contacté Peter Zatko. Bon, vous voyez, vous imaginez pourquoi, parce qu'à moins d'être un moine cistercien ermite dans une zone blanche d'Auvergne, je vois pas comment vous auriez pu échapper à l'affaire Musk Twitter. D'ailleurs, ça sera bientôt plus une excuse de la zone blanche. Il y aura peut-être bientôt plus aucun endroit où fuir. On va en reparler dans la section d'après. Oui, connecté partout tout le temps, effectivement. Mais revenons-en effectivement aux bots, parce que ça reste un des sujets centraux de cette affaire de rachat de Twitter qui est abandonné par Elon Musk, parce qu'a priori, c'est peut-être un prétexte bien pratique de dénoncer le fait qu'il y aurait moins d'utilisateurs humains que ce que pourrait le prétendre Twitter, et qu'il y aurait plus de bots, et donc forcément que la valeur du réseau social et sa monétisation possible serait moins élevée qu'on ne pourrait l'imaginer. Et ça, c'est le sujet du moment, et forcément ce lanceur d'alerte qui amène ces sujets sur la table, forcément c'est idéal pour reparler effectivement de ce problème de comptabilité de bots. Et surtout pour se rendre compte qu'en fait c'est plus compliqué malheureusement que ce qu'on a l'habitude de dire. Alors, si on résume vite, Elon ne veut plus racheter Twitter et ce dernier veut pas le lâcher, hein. Et donc les deux vont aller au procès. En gros, Elon dit que réflexion faite, Twitter vaut pas autant de fric que ça, et donc on se base sur le nombre de comptes monétisables. Bon, parce que Twitter... Je fais une petite parenthèse pour dire que si jamais vous voulez avoir une hypothèse, qui moi me semble toujours aussi possible, mais écoutez l'épisode 284 où il y a des éléments de réflexion autour des motifs. Non, probablement, mais c'est un élément important à garder à l'esprit, je trouve. De le mettre au jour, mais bon. Donc, alors voilà. Donc, revenons à Twitter. Donc, Twitter, il se trouve qu'il a une métrique qui lui est propre à lui, hein, qui est censée refléter les gens sur la plateforme à qui on peut montrer des pubs, en gros. En tout cas, qui peuvent payer un truc, un service. C'est ce qu'ils appellent les MDAU, pour Monetizable Daily Active Users. Donc, Twitter héberge aussi des bots, du spam, voilà, des faux comptes, et auxquels il est évidemment peu pertinent de montrer des pubs, et qu'on peut, voilà. Et puis, il y a aussi peut-être des comptes que, pour une raison ou pour une autre, Twitter ne juge pas monétisables. Et toute la question, c'est de savoir combien il y a de tout ça, en fait. Et la réponse à cette question, elle est entourée d'une certaine confusion. C'est un euphémisme journalistique, ça, hein, quand même, parce que c'est vraiment un gros bordel. Parce que l'argument de Musk, c'est Twitter dit qu'il a moins de 5% de bots. Ce à quoi Musk répond, non, je crois pas, c'est plus genre à 30%. Sauf qu'en fait, c'est pas ça qu'ils disent chez Twitter. Chez Twitter, ils disent qu'ils ont moins de 5% de faux comptes parmi leurs utilisateurs actifs quotidiens monétisables. Pas par rapport au total. Alors oui, du coup, ils disent qu'il y a presque pas de faux comptes dans un ensemble qui, a priori, ne devrait pas en contenir puisqu'on est sur des utilisateurs monétisables. Donc, je sais, c'est très confus. La définition même d'ailleurs de MDAU est pas claire du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que le nombre de MDAU est plus faible que le nombre total de comptes. Et que donc, c'est pas du tout la même chose de compter le nombre de bots total ou le nombre de bots parmi les MDAU. Or, Zatko, dans son rapport, noir sur blanc, il écrit que Twitter ne sait pas combien ils ont de bots au total, et qu'ils n'ont d'ailleurs aucune envie de creuser le sujet. Ils préfèrent largement publier des chiffres boostés sur leur fréquentation, ça aide aussi dans les rapports financiers. Ok, mais Twitter, que ça soit délibérément pour semer la confusion, pour enfumer tout le monde ou pas, il a jamais dit qu'il avait moins de 5% de bots au total, juste sur les MDAU. Donc en toute rigueur, le rapport de Zatko n'aide pas Musk.
D'ailleurs, Zatko donne pas de quantification parce que d'après lui, Twitter ne sait pas. En 2021, d'ailleurs, le chef du département intégrité lui aurait confirmé qu'il savait pas et qu'il voulait pas savoir. Donc, au-delà de la bataille des divers chiffres, bon, évidemment, hein, c'est quand même clair que si Zatko dit vrai, même juste en partie d'ailleurs, la valeur financière de Twitter pourrait en pâtir sérieusement. Donc, c'est pas étonnant qu'Elon veuille le faire venir en tant que témoin. D'ailleurs, il pourrait préciser ce qu'il dit déjà devant la cour, et puis peut-être il pousserait implicitement un argumentaire façon vice caché, tu sais, qui pourrait faire baisser le prix, je sais pas. Donc, le destin de Musk et Twitter, c'est loin d'être scellé. La juge Kathleen McCormick, en charge du dossier, c'est pas une marrante. Elle a déjà déclaré que le procès était pas celui des faux comptes. Surtout, elle a déjà forcé un acheteur réticent à compléter une fusion qu'il voulait pas trop, qu'il voulait plus faire en 2021, et ça, c'est pourtant assez rare. Donc, c'est pas si évident que ça. Ce qui est assez rigolo avec cette histoire de bot, quand on se repenche sur le sujet, c'est de se rendre compte à quel point il peut y avoir de la confusion. Moi, c'est vrai que dans mon esprit, aux premières fois où on a abordé ce sujet-là, pour moi, un bot, tu vois, c'était un influenceur russe qui va te spammer des infos pour t'orienter politiquement. En fait, des bots, c'est pas si simple parce qu'évidemment, il y en a des très légitimes, il y en a qui apportent une vraie valeur, il y a des bots météorologiques, il y a des bots déclarés comme étant des bots, hein, d'ailleurs auprès de Twitter. Et effectivement, cette confusion générale entre les différentes parties prenantes de cet affrontement juridique est assez rigolo parce qu'effectivement, on a l'impression qu'ils s'affrontent en utilisant des termes communs, mais sur des sujets qui n'ont en partie rien à voir. Pas tout à fait, parce qu'évidemment, il y a quand même un débat de fond, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir cette différence entre le pourcentage d'utilisateurs qui n'est pas des utilisateurs humains parmi les MDAU que tu as décrits et le pourcentage de bots au total par rapport à l'ensemble des comptes sur Twitter. Il y a une vraie confusion. D'ailleurs, il y a l'outil qui est utilisé par Elon Musk qui s'appelle Botometer, je crois, qu'il a utilisé, qui est très sujet, alors non pas Botomètre, qui n'est pas forcément sujet à critique, mais qui est plutôt sujet à critique dans les résultats qu'il donne et surtout de la manière dont on s'y prend pour obtenir les résultats, Guillaume. Ouais, alors, si tu veux, Elon, évidemment, du coup, ce qu'il va vouloir faire, c'est clairement creuser cette histoire de MDAU, et donc pour ça il a besoin de données. Alors du coup il a demandé beaucoup, il a eu de grosses exigences qui n'a pas trop plu d'ailleurs à McCormick, parce qu'il a toujours dit qu'il n'avait pas assez de données, voilà, donc il voulait demander toutes les données de 200 millions de comptes sur 3 ans. Alors bon, ça a été refusé, Twitter va uniquement donner les 9000 comptes qu'il a utilisés pour son propre audit de fin 2021, et d'ailleurs Elon aussi devra fournir des documents qui justifient justement le fait qu'il veut tout annuler. On se retrouve dans une situation qui est super complexe, hein. Fondamentalement, c'est vrai que c'est la détection des bots qui est aussi au centre de tout ça, et c'est pas du tout facile, effectivement. Et l'auteur du botomètre avait dit, hein, c'est quelque chose, parce que, à sa grande surprise, c'est ça qui a été utilisé par Musk dans son dossier du 4 août, pour dire qu'il y a 33% de faux comptes ou de spam. Or, le botomètre, c'est un outil purement probabiliste, et surtout, il est là à titre purement indicatif. Que Musk, avec ses moyens quand même, n'ait pas développé un truc plus sophistiqué que ça étonne beaucoup son auteur qui affirme que les chiffres que Musk donne ne veulent rien dire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le botomètre, il donne un score de 0 à 5, qui donne la probabilité d'être un bot. Donc à 5, t'étais probablement un bot. Et un peu comme la météo, l'indice de confiance. C'est à peu près l'idée, sauf que bon, 5 c'est pas sûr, hein, mais c'est juste très probable. Et Elon, d'ailleurs, ne donne pas le seuil qu'il a utilisé dans son analyse. Est-ce qu'il dit que, est-ce qu'il dit tout ce qui est au-dessus de 3, de 4 ou de 5, ça change complètement la donne, évidemment. Et d'ailleurs, le compte d'Elon Musk reçoit un 4 sur 5 au botomètre, ce qui a fait probablement un robot, sauf que ça varie selon les périodes. Ça varie à quel point il relaie des mèmes automatiquement ou à quel point il écrit des trucs. Donc, Twitter, lui, et ce qu'il dit, c'est qu'il fait un échantillonnage et qu'après il fait un audit à la main des comptes choisis, avec à la fois des données publiques et des données privées. Donc, données que seul lui possède. Donc, c'est une méthode qui est quand même elle-même opaque, hein. Quels critères ils ont, ces humains, hein, comment ils jugent les robots, d'ailleurs, de quel droit ils jugent les robots, non mais... Bon, c'est vrai qu'Elon va du coup devoir aller beaucoup plus profond qu'un coup de botomètre, hein, pour plaider sa cause, et alors de là demander 200 millions de comptes, je sais pas, mais il faudra travailler sérieusement sur cette notion de MDAU et sur sa pertinence pour prouver sa bonne foi, quoi. Et on rappellera que le pourcentage de bots n'était pas une clause ou n'était pas une condition dans le cadre du rachat et que c'est avancé par Elon Musk. Il peut
argumenté en disant qu'effectivement, s'il y a un grand nombre de bots parmi les utilisateurs de Twitter, forcément, ça fait baisser la valeur pour les raisons que tu as données tout à l'heure, parce qu'on peut moins facilement monétiser le réseau social. J'en reste quand même, moi, sur ma réflexion de fond, qui est de dire qu'il a, dans tous les cas, surestimé bien trop largement la possibilité de monétiser un service comme Twitter. Quand bien même il y aurait 100% des comptes qui seraient viables, je suis même pas certain que ces plans économiques seraient viables, quoi. Ça me paraît dingue. Bon, évidemment, écoute, je me prétends pas meilleur entrepreneur que lui, hein, mais non. Mais bon, bah, en tout cas, voilà, dire ouais, avec Zatko, c'est dans la poche. Non, c'est peut-être que ça va l'aider effectivement à faire baisser le prix. Voilà, peut-être que ça va l'aider, mais c'est pas gagné, c'est pas dans la poche encore. On va terminer autour de Twitter parce qu'il y a des modifications. On a l'avenir peut-être de Twitter qui se dessine petit à petit devant nous, ou pas d'ailleurs, mais notamment au travers de deux axes assez intéressants. Il y a Twitter qui est en train de travailler à la possibilité de créer des boutiques au sein même de Twitter. Donc demain peut-être que vous pourriez aller sur le profil, sur le compte Twitter de quelqu'un et acheter un produit, un peu comme vous pourriez le faire sur Instagram ou sur Facebook. Et puis il y a un autre axe de travail de Twitter qui est la mise à disposition en live d'émissions de, tiens-toi bien Guillaume, ça va peut-être nous intéresser à l'avenir, de podcasts. C'est deux fonctionnalités sur lesquelles là aussi tu t'es penché, Guillaume. Ouais, il y en a une qui soulève encore des inquiétudes d'ailleurs, c'est fou, c'est Twitter Shopping. Alors, mais parce que oui, bon, bah évidemment, comme tu dis, quoi, comme tout le monde aussi, Twitter veut devenir une boutique. Voilà, comme Facebook, Instagram, WhatsApp, Pinterest, tout le monde. C'est pas une surprise. C'est pas forcément non plus une bonne nouvelle en soi d'ailleurs, mais bon, cela dit, de nouvelles fonctions, c'est aussi l'occasion de se prendre les pieds dans le tapis. Donc pour le moment, les vendeurs peuvent avoir une vitrine sur Twitter, et ça lie voilà, un site extérieur de vente. Donc vous pouvez pas encore acheter sur Twitter, mais déjà, n'importe qui avec un compte pro peut mettre un magasin, une vitrine sur Twitter, sans que ce dernier n'ait même encore de politique sur ce qu'il va tolérer comme nom pour la boutique, comme nom pour les items sur sa plateforme ou dans les descriptions. Twitter n'a pas d'outil d'ailleurs pour le moment pour contrôler les noms, les caractéristiques, les descriptions des items, tout ça. Et pourtant, il envisage de mettre en place une fonction de partage. Tu vas pouvoir partager cette vitrine. Évidemment, ça paraît logique, hein, c'est sur Twitter, tu vas partager des trucs, mais ce qui va, du coup, inévitablement moduler la visibilité des boutiques elles-mêmes, dont on se rappelle qu'on ne sait pas encore du tout les contrôler ni les modérer. Donc, c'est des considérations qui proviennent d'un mémo interne à Twitter, ça a été confirmé, authentique. Et donc, il y a bien des gens qui bossent dans cette boîte, hein, ce qui est une bonne nouvelle. La moins bonne, c'est que on en est toujours, même 15 ans après, dans la même philosophie de on sort des fonctions d'abord et on réfléchit après, quand on réfléchit, quoi, tu vois. Alors, c'est très Silicon Valley comme attitude, mais enfin, c'est vrai que là, on parle plus vraiment de start-up quand même, hein, donc ça commence à faire tâche. Et bon, on conclura peut-être effectivement avec une news plus tranquille, puisqu'il s'agit d'une nouvelle version de Twitter, Spaces, qui va désormais inclure des podcasts. Donc Spaces, on se souvient, c'était la réponse de Twitter à Clubhouse, qui faisait dans la voix en direct. Ben désormais, Spaces fera aussi dans la voix en différé. C'est assez logique, hein, ça prendra la forme d'un onglet Stations, voilà, station qui va vous proposer des épisodes à écouter en se basant sur ce que vous avez déjà écouté, bien sûr, mais aussi sur ce que Twitter sait de vous en général, évidemment. Et en ce moment, voilà, tout le monde se met au podcast, hein, et YouTube, qui vient de lancer des tests sur une page d'accueil dédiée aussi. Voilà, nul doute d'ailleurs que l'algo de Google mettra à profit ces colossales montagnes d'informations qu'il a sur vous pour vous proposer très exactement ce que vous n'avez pas encore, ce que vous savez pas que vous avez envie d'entendre. Mais bon, voilà, écoute, cela dit, nous, on est pour que le podcast soit partout, donc c'est pas nous qui allons... forcément. Forcément. Peut-être précisons la fonctionnalité podcast dans Twitter. Bon, déjà c'est pas déployé partout, et puis c'est pas la possibilité de diffuser son podcast aussi librement qu'on le veut via Twitter. C'est eux qui font une sélection et qui diffusent un petit peu quand ils ont envie auprès des cibles qui veulent bien. En tout cas, au moins dans un premier temps. Écoute, on peut que se réjouir que les émissions qui sont réalisées et hébergées, diffusées en podcast, soient accessibles au plus grand nombre après tout. On va parler de ce qui nous connecte avec le ciel et des implications que ça peut avoir, parce qu'on a une rumeur déjà qui revient un petit peu dans Tech Café qu'on avait déjà abordé. C'était celle d'un iPhone qui permettrait presque de se connecter à Internet indépendamment du réseau cellulaire que vous avez l'habitude d'utiliser, parce qu'il pourrait se baser sur le satellite. Alors les rumeurs sont renouvelées et amplifiées même pour la sortie d'un iPhone 14, mais avant cela, peut-être parler de quelque chose qui est bien plus
plus pragmatique et bien plus concret parce que ça a fait l'objet d'une annonce. C'est la même volonté, mais de la part d'un opérateur américain qui est T-Mobile, qui se met en lien avec SpaceX pour justement proposer la connexion avec les satellites SpaceX pour votre mobile, tout simplement. On avait dit dans un épisode de cet été que c'était quelque chose qui devrait arriver et que l'homologation de la connexion SpaceX était faite pour des smartphones notamment. Voilà, ça devient beaucoup plus concret, Guillaume. Écoute, ouais, c'est dans l'air cette histoire. Je sais pas, effectivement, il y a ces rumeurs comme quoi l'iPhone 14 aurait des capacités de communication par satellite. C'est appuyé par le fait que la compagnie Globalstar en a acquis dernièrement 17 nouveaux, des satellites, pour fournir des prestations à un client potentiel qui a déjà payé pour des centaines de millions de dollars. Et Globalstar, avec Iridium, c'est une des rares compagnies dans le secteur du téléphone satellite. Depuis les années 90, les deux, la Globalstar et Iridium, se partagent à peu près ce secteur, qui est devenu vraiment niche quand même, avec l'omniprésence des réseaux mobiles terrestres. Bon, c'est vrai qu'il y a plus grand monde qui utilise téléphone satellite, mais quand même ça survit. Et bon, pour Apple, de toute façon, on en aura le cœur net le 7 septembre, c'est la date de la prochaine conf. Mais ce qui est annoncé, comme tu dis, c'est que c'est T-Mobile, qui est un prestataire mobile américain, qui fait un partenariat avec SpaceX pour permettre à n'importe quel téléphone 5G banal, en fait, de communiquer avec les satellites Starlink. Si vous êtes abonné à T-Mobile, vous aurez accès à ce truc. Alors, comme j'ai mentionné, la téléphonie par satellite existe depuis déjà longtemps, mais elle nécessite un téléphone spécifique et une constellation de satellites qui va avec. Si vous avez un téléphone Iridium, par exemple, c'est déjà ce truc qui est assez gros, ça coûte une blinde, évidemment, et ça sert qu'à téléphoner via les satellites Iridium. Il y a 66 satellites en orbite basse, en l'occurrence. Alors que là, la promesse, c'est non seulement de transformer tout téléphone 5G en téléphone satellite, mais carrément en mini-base Starlink, parce que ce sera une mini-connexion Internet qui fera à peu près entre 2 et 4 mégabits par seconde sur l'ensemble de la zone couverte. Donc ça sera partagé. Pas ouf sur la connexion. Non, surtout que ça sera partagé par tous les gens. Mais bon, donc selon l'usage en fait et selon le nombre de gens, ça pourra aller du simple petit SMS au petit streaming vidéo. Mais c'est quand même incroyable quand même, parce que quand on voit la taille d'une antenne Starlink normale actuelle et la puissance qu'il faut pour l'alimenter, quand même, c'est pas évident. En plus, c'est des trucs qui discutent sur des fréquences d'entre 10 et 14 GHz. Donc d'après T-Mobile, le service utiliserait la bande de 1850 à 1990 MHz et fera partie de la spectre de PCS qui a été racheté à Sprint il y a 3 ans. Donc les téléphones mobiles ne peuvent pas émettre avec trop de puissance, on s'en doute, ni même de manière focalisée d'ailleurs, en tout cas pas dans cette bande-là, il y a eu des focalisations possibles sur les hautes fréquences en 5G, mais c'est pas, les téléphones, dans cette bande-là, ils émettent partout, quoi. Donc, du coup, ça explique que le service soit pas possible avec l'actuelle génération de satellites Starlink. Ça le deviendra qu'avec la V2, qui auront des antennes beaucoup plus grandes, qui feront entre 5 et 6 mètres. Donc ça sera des trucs en gros de 25 mètres carrés, quoi. Donc ça sera assez sensible pour capter des téléphones apparemment, ce qui laisse rêveur quand même, c'est des satellites en orbite qui captent des téléphones à terre, c'est quand même assez extraordinaire. Donc attention, aussi, qui dit grosse antenne dit machin plus gros et plus lourd à mettre en orbite, donc plus compliqué à impacter aussi. Bon, SpaceX envisage d'utiliser les Starship du coup. La réussite de tout ça, ça semble lié quand même à celle de Starship. Ce projet a vraiment une pression de malade. D'ailleurs, il y a moins d'une semaine, ils ont encore cramé un moteur Raptor 2 sur le banc de test. On sait à quel point c'est difficile les fusées. Regarde la super fusée SLS de la NASA. Elle a raté son départ hier. Donc c'est quand même des trucs délicats. C'est repoussé C'est repoussé à vendredi a priori, ouais. Donc, ce qu'annonce T-Mobile et SpaceX, là, tout simplement, c'est une nouvelle constellation, en fait, avec de nouveaux challenges, du coup, des satellites plus gros, ils seront plus loin, ils vont aller plus vite, du coup, relativement au sol, ils doivent compenser un effet Doppler, du coup, plus important, donc c'est plus difficile, en fait, à calculer, tout ça. Ça nécessite de nouveaux lanceurs, tout ça, c'est ambitieux. Bon, évidemment, ils sont optimistes. Elon, il est toujours optimiste, donc tout ça devrait arriver vers la fin 2023, en tout cas, au moins en version de bêta. Et en ce qui nous concerne l'utilisateur, dans un avenir, c'est quand même fort, c'est un avenir sans zone blanche, du tout. C'est ça qui se dessine. Un avenir où le téléphone bascule tout seul, sur les stations à portée, en 4G, en 5G, et puis carrément vers l'espace s'il n'y a rien. Donc la réalité de l'internet spatial, en fait, elle sera constante et directement accessible de notre poche. C'est ça qui est fou. Et pas seulement, puisque Tesla annonce aussi que ses voitures pourront se connecter via les satellites si besoin. Les prochaines générations. Et c'est que le début, parce qu'en plus de T-Mobile et éventuellement Apple,
il y a d'autres acteurs sur le secteur. Hein. Il y a Link, par exemple, qui avait déjà fait une démo de communication avec un satellite, entre un satellite et un téléphone 5G. C'était un satellite, c'était un truc exprès qu'ils avaient envoyé, voilà, enfin, c'était vraiment un truc tout à fait particulier, mais c'était un téléphone 5G standard, non modifié. Et donc, eux aussi veulent déployer une connexion de relais spatiaux, en fait. Hein. C'est ni plus ni moins que des antennes relais 5G, compatibles 5G, mais dans l'espace. Donc voilà, dans un premier temps, tout ça va se limiter au territoire américain, hein, ne serait-ce que pour des raisons de droit sur les bandes de fréquences, quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que voilà, ça semble être une tendance. L'Internet par satellite pourrait avoir raison des zones blanches sur Terre, en fait. Et cette connectivité pourrait finalement devenir aussi banale que la 5G elle-même. Si ça s'avère rentable. Ça, la question peut se poser. Après tout, l'immense majorité des utilisateurs n'utilisera presque jamais ce truc, quoi. Le téléphone satellite, ça reste un appareil de niche depuis 30 ans, parce que ça va justifier les énormes investissements. Bon, évidemment, en cas d'urgence, ça va être super. Attention, en cas de catastrophe naturelle, ça va sauver des vies. Dans l'absolu, c'est super, franchement. Économiquement, bon, c'est peut-être plus compliqué. En voyage, à travers les océans, etc., ça peut avoir de la pertinence. C'est évidemment pas une grande part de la population mondiale. Ouais, c'est ça. C'est vraiment très cool. Après, est-ce que ça... Bon, voilà, je sais pas. Ce qui est clair, c'est que ce nouvel objectif pour Starlink, ça va redorer un petit peu le blason de SpaceX vis-à-vis de la FCC. Parce que tu sais qu'on avait parlé de ça. La FCC lui avait promis 900 millions de dollars de subventions pour couvrir les zones rurales aux États-Unis. Les zones rurales qui ont pas de connectivité. Mais elle a changé d'avis ce mois d'août, parce que, voilà, en gros, la techno pas mature, le service est trop cher, d'après elle, ça met trop de temps à arriver, enfin bon, voilà, c'est pas satisfaisant. Alors qu'avec les Starlink V2, finalement, et T-Mobile, SpaceX éliminerait effectivement les zones blanches partout d'un coup, et sans matos à acheter. Donc, la FCC reviendra-t-elle sur sa décision, je sais pas. Elle attendra peut-être de voir si ça arrive aussi vite qu'Elon l'espère, remarque, mais bon, voilà. Oui, parce que les promesses d'Elon Musk, en matière de délai, on sait ce que ça vaut. Je me suis rendu compte en cours de route à quel point j'ai allègrement mélangé SpaceX et Starlink dans les marques, mais je pense que vous aurez remis les bons noms aux bons endroits. C'est SpaceX qui fait Starlink. Oui, effectivement, c'est la connexion Starlink et c'est bon. Bref, vous m'avez compris en tout cas. Et c'est vrai qu'en matière de réflexion, on peut pas s'empêcher quand même de mettre en parallèle les apports en matière de services et ce que ça engendre d'un point de vue, prenez les guillemets que vous ne verrez pas mais que vous entendrez dans ma voix, de la pollution engendrée par ces services-là. On avait déjà dit à quel point ces constellations de satellites, qui sont très nombreux en fait, quand on regarde aujourd'hui sur une carte où sont les satellites Starlink, on se rend compte à quel point il y en a énormément. C'est toujours exagéré sur les cartes parce qu'on voit des points et c'est surreprésenté visuellement. Malgré tout, ils sont nombreux et ils sont là. Et donc quand on met ça en regard des services apportés, on peut être amené à se poser des questions. Moi, je peux pas m'empêcher, même si évidemment c'est pas à tout prix, mais de me dire à quel point c'est génial d'avoir une connexion partout. On parle dans les situations de voyage, combien de situations d'urgence, peut-être de vie on va pouvoir sauver, combien de progrès de communication on va pouvoir apporter grâce à ça. Moi, je suis toujours hyper enthousiaste par rapport à ça. Oui, effectivement, il y a un réchauffement climatique qui se joue et qui nous fait un peu remettre en question tout notre enthousiasme sur ce type de choses. Mais bon, on verra un petit peu ce que ça donne. Dernière chose que j'avais en réflexion, Guillaume, quand je voyais tout ça, c'est que je me disais, pourvu qu'il n'y ait pas un nouveau virus qui débarque quand les connexions avec satellite sont mises à disposition du grand public, parce que clairement la 5G était responsable du Covid-19, donc imagine-toi ce que va amener le satellite. Il y a un potentiel de crainte sur cette technologie pour le grand public qui me semble énorme aussi. Le fait, tu vois, d'avoir la possibilité de te connecter au satellite avec un appareil dans ta poche, je me dis que pour le grand public et moi-même, je me pose la question. On est observé, on est espionné depuis l'espace, mais ça fait des décennies que c'est le cas. Hein. Et les rayonnements, tu vois, enfin les ondes, voilà, les ondes, les fameuses ondes. Bon. On n'est pas sorti de l'auberge. On finit un petit peu notre point espace avec l'orbital, Guillaume. Oui, j'envisageais un petit peu de parler du lancement d'Artemis 1, mais bon, finalement, du coup, finalement, ce sera peut-être la semaine prochaine, peut-être. Surchauffé, donc le stress test sera pour vendredi. Donc rapidement, disons juste qu'Orbital Reef, qui est le projet de station de Blue Origin, a reçu un feu vert de la NASA. Et donc, dès 2026, la construction d'une station spatiale privée, qui aura la taille de l'ISS, pourrait débuter pour une mise en service en 2027. Donc, elle supporterait 10 personnes, dont un touriste, et des expériences scientifiques privées. Donc Orbital Reef commercialisera en fait ces espaces en microgravité pour ce que vous voulez. Ce sera un vrai business park dans l'espace. Et de fait, elle succédera à l'ISS, qui part à la retraite,
pour pas dire à la casse, en 2031. Et voilà, ça, si tout se passe comme prévu. Mais donc, ça fait quelque chose, c'est marrant de voir l'ISS qui était un truc privé, une initiative initiative publique, justement, initiative internationale, tu vois, publique, être remplacée par quelque chose qui est une structure, qui sera une structure privée, quoi. Donc c'est vraiment, l'histoire évolue, quoi. C'est une des clés de lecture que vous pouvez garder à l'esprit. Si vous regardez une série que je vous ai déjà conseillée, mais il y a une nouvelle saison qui est sortie, qui est For All Mankind, et que j'aime beaucoup, qui n'est pas la série la plus incroyable que vous pourrez voir dans votre existence, mais si vous aimez un peu ces enjeux de la conquête spatiale et puis surtout aussi de cette lutte privée-publique, il y a des éléments intéressants à retrouver dans cette série que je vous recommande. Un petit peu moins haut dans l'espace, mais peut-être dans le ciel. Bon, toute proportion gardée, hein. C'est Pixie. Pixie, peut-être si vous avez oublié ce que c'est le petit mini drone que Snap avait commercialisé, en tout cas avait annoncé et commercialisé aux États-Unis et en France. On faisait partie des chanceux qui avaient la possibilité d'acquérir ce type de produit. Il y avait eu des réactions très ambivalente sur ce produit, très enthousiasmante sur certains aspects parce que voilà, c'était cool de mettre à disposition ce type d'appareil pour le grand public et pour permettre des nouveaux usages, des nouvelles captations, et en même temps des grosses critiques et des grosses réserves sur la durabilité et puis là aussi les impacts écologiques qu'on peut imaginer à distribuer ce type de produit par rapport, encore une fois, aux usages proposés. Bon, en tout cas, le débat va être classé parce qu'a priori, Pixie, ça va pas durer plus longtemps que ça, Guillaume. Oui, selon le Wall Street Journal, ça Snapchat, Snapchat, il prend Pixie, puis il le met dans un tiroir, c'est terminé. En gros, son CEO avait dit que s'il y avait un engouement, il développerait un Pixie de deuxième génération. Manifestement, c'est pas le cas. C'est pas hyper étonnant, un Pixie, c'est fini. Donc finalement, voilà, ça aurait été très court de toutes les manières possibles, vu que son autonomie a souvent été pointée du doigt. Pixie, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'était un non-sens, hein. C'était une caméra volante, donc c'était marrant, c'était cool. Dans l'idée, effectivement, c'était un gadget vraiment super rigolo. Mais enfin, c'est quand même 275 €, et surtout, c'est un non-sens réglementaire, étant donné que comme c'est un drone, il a légalement, rigoureusement parlant, le droit de voler quasiment nulle part en ville. Or, où est-ce que tu vas utiliser un Pixie ? Franchement, c'est les urbains qui utilisent des Pixies, hein. C'est les gens comme toi, moi, comme les jeunes, et qui ont envie de se faire des petites photos en sortie, tu vois. Or, ils ont pas le droit de l'utiliser en ville, donc ça veut dire qu'il faut aller en cambrousse pour l'utiliser. Enfin, alors que le Pixie, clairement, c'est pour photographier des gens. C'est pas des trucs qui volent très haut pour photographier des paysages. C'est des trucs qui photographient de vos gueules, quoi. Donc, de 2 mètres ou de 3 mètres de hauteur. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est pas du tout étonnant. Écoute, c'est pas grave, voilà, Pixie c'est fini, et franchement, c'est pas grave. C'est sympa d'avoir connu cette époque où le Pixie a été annoncé et a été retiré. Toujours en terminant notre regard tourné vers le ciel, bien un petit peu plus haut que le Pixie, mais un petit peu moins loin que l'espace, c'est les vols des avions, les bons vieux avions, hein. Vous savez, d'ailleurs, ces avions qui volaient à vide pendant longtemps durant la pandémie et durant les confinements, qui ont évidemment un impact en matière d'ajout de CO2 assez important. On le sait, même si on n'a pas toujours en tête les chiffres. Mais justement, les chiffres vont avoir leur importance parce que Google a revu la méthode de calcul du CO2 généré par les vols. Et pourquoi c'est important ? Pourquoi Google, comme ça, c'est important de suivre la manière dont il calcule le CO2 généré par des vols ? Eh bien, parce qu'il y a une énorme part de la consultation de ce type d'information qui est faite par Google. C'est super facile, en fait, de trouver un vol sur Google Flights et de suivre, du coup, son impact en matière de CO2, de génération de CO2. Ils ont revu un petit peu ces méthodes de calcul et bizarrement, Guillaume, il semblerait que les vols en avion soient moins lourds en impact carbone qu'ils ne l'étaient auparavant. Oui, je sais pas si vous avez récemment estimé les émissions carbone de votre prochain vol à la Barbade, mais d'après Google, c'est presque 2 fois moins que le mois dernier. C'est nettement plus marqué sur les longs courriers d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que voilà, les avions sont dotés d'une nouvelle technologie formidable. Non, pas du tout. C'est parce que Google a revu sa formule de calcul. Et d'après les Doug Parrs, qui est donc scientifique en chef chez Greenpeace, c'est pas pour être vraiment plus fiable en fait. Google a décidé de retenir que le CO2 émis pendant le vol. Or, les avions ont malheureusement un impact supplémentaire sur le réchauffement climatique. En plus de leurs émissions, c'est leur traînée. Donc les traînées piègent la chaleur. Ça paraît pas incroyable comme ça, tous les avions font des traînées, ok, mais bon, le truc c'est qu'il y en a des millions et des millions par jour d'avions à travers le monde et que du coup, leur effet cumulé augmente l'impact de l'aviation civile de plus de 60%. Donc elle émet 2% du CO2 mondial, mais elle est responsable de 3,5% du réchauffement mondial.
Et ça, Google, il le sait très bien. Hein. Et d'ailleurs, il est complètement transparent sur son mode de calcul. Hein. Il est sur GitHub. La BBC relaie d'ailleurs la remarque de Greenpeace qui les a interrogés, et ils sont parfaitement d'accord, Google, officiellement, qu'il faut tenir compte des effets globaux et pas juste du CO2. Mais bon, sur GitHub, il est écrit que le changement intervient après consultation de ses actionnaires sur comment introduire les effets dans la formule, voilà. Le souci est dans la précision et la rigueur. Hein. Si on parle uniquement de CO2, effectivement, c'est plus précis. Donc voilà, reste à voir si le changement vise à présenter autrement l'information, tu vois, de l'impact global, à un moment où juste à oublier 60% du problème. Ça, je sais pas. C'est mettre la poussière sous le tapis ou peut-être une information plus exhaustive qui arrivera à l'avenir. Allez, on va rester optimiste et se dire qu'ils ont une évolution dans leurs affichages de Google Flights qui va permettre d'avoir des données plus exhaustives et mieux détaillées, parce qu'effectivement Google évolue en permanence, et c'est ce qui va nous permettre d'ailleurs de changer de rubrique, parce que Google met à jour son moteur de recherche, le bon vieux moteur de recherche que vous utilisez tous les jours. Il évolue. Et ça, on en avait déjà un petit peu parlé, mais c'est effectif, Guillaume. Oui, il le met à jour pour limiter ce qu'on appelle très poétiquement les putaclics. Donc, en anglais, ils disent clickbait, c'est-à-dire appât à clic. C'est un peu mieux, je pense qu'on aura... C'est plus élégant. C'est plus élégant quand même, mais bon. Donc, on a tous fait un jour, voilà, une recherche sur Google qui nous a amené sur une page bouffie de mots-clés, voilà, sans valeur ajoutée, qui reprend simplement du contenu à droite à gauche, et dont le seul but, c'est justement de figurer en bonne place sur la page de résultats. Souvent, c'est même pas écrit par des humains, c'est ce genre de truc, hein. Bon, voilà, Google altère son algorithme, donc son algorithme avec un A majuscule, c'est celui de search, donc c'est celui qui gouverne tout, qui sait tout, et dont on dépend nous-mêmes au corps et âme, et moi en particulier, je m'en sers tout le temps. Donc il va donc privilégier le contenu original, celui qui possède une valeur ajoutée, quoi. Le blog Google dit pas comment, c'est un secret industriel, c'est sans doute mieux gardé que la recette du coca ou de la fricadelle. Bon, mais espérons que ça soit efficace. Alors, même si évidemment ça va impacter, c'est toujours le genre de truc qui impacte plein de sites de manière plus ou moins juste, bon voilà, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Donc, autre événement, on pourra bientôt parler à Lambda. Et oui, vous savez, le chatbot qui a réussi à enfumer un ingénieur de la boîte. Par contre, on pourra pas encore discuter vraiment de nihilisme ou d'existentialisme numérique avec la, parce que bon... Dommage. Et oui, parce que, en gros, qu'est-ce que tu veux ? Pour éviter qu'ils disent trop de conneries le premier jour, Google va limiter sévèrement les sujets de conversation. Donc on pourra lui demander d'imaginer des trucs, de lister des trucs, ou de s'imaginer discuter à quelqu'un ou quelque chose. Donc c'est très limité, c'est pour éviter les dérapages, parce que c'est que les chatbots qui sont lâchés dans la nature, en général, ils virent vinaigre très très rapidement. Mais c'est quand même dommage, voilà. C'est quand même moins de liberté que Meta n'en donne à Blenderbot. Donc Blenderbot, c'est le chatbot de Meta qui a quand même 175 milliards de paramètres, c'est incroyable, c'est gigantesque, et qui lui est un accès libre sur le web aux États-Unis. Vous pouvez le tester avec un VPN néanmoins, parce que j'ai réussi à le tester, et c'est pas mal, mais c'est pas non plus incroyable en l'état. Donc là aussi, le modèle est bridé par Meta d'ailleurs, parce que dès qu'il pense que le sujet pourrait déraper, il change de sujet en fait. Il coupe la conversation. Genre, du sujet. Ce qu'on passe de Mark Zuckerberg par exemple. Alors, pas vraiment, non, en fait, pas forcément. Par exemple, on discutait de Covenant et Prometheus, c'est véridique. Hein. Oui. Ah, sujet véridique. Ouais. Et dès que j'ai dit que tous les persos se comportaient comme des abrutis dans Prometheus, il a changé de sujet, tu vois. C'est-à-dire, il veut pas donner... C'est pour le moins gênant. C'est ça, il veut pas de donner de jugement sur les êtres humains, pour pas que ça parte en live, hein, tout simplement. Et c'est explicitement écrit, d'ailleurs. C'est-à-dire, Meta est transparent sur ce pourquoi le bot coupe court à la conversation. Tu peux appuyer sur la boîte et il t'explique ce qui se passe, en fait. Ça, c'est bien. J'ai discuté une bonne demi-heure facilement avec, hein, et on sent le potentiel, on sent aussi le proto un peu torché quand même. Hein. Déjà, on lui a donné la personnalité d'un gars de 25 ans qui passe ses journées sur YouTube et qui parle de bouffe à la moindre occasion, et qui met tout le temps 3 points d'exclamation. Ça, c'est vraiment lourd. Hein. 3 points d'exclamation, c'est supportable. Il écrit pas de mots en majuscule quand même. Alors, non, mais il est un peu lourd. Donc on a discuté un peu de podcasts, de tech, de politique. Il pense que les plateformes devraient lutter contre l'infox d'ailleurs. Donc c'était assez c'est bien, ça, c'est intéressant. C'est marrant, c'est marrant. C'était assez superficiel, mais assez crédible. Mais des fois, je sais pas, il te met des vents, il répond pas aux questions. Je lui ai demandé son nom et il a mis, je sais pas, 30 secondes à reprendre. Il a repris toute la discussion, il a cherché sur Internet, je te jure, c'était écrit, il cherchait sur Internet. Il est ému. Tout ça pour m'annoncer qu'il s'appelait Alice Bobby Brown. Bon. Alors je suis ravi, sauf que la fois suivante où je lui ai parlé, elle s'appelait Marie. Donc je sais pas. Donc ce truc essaie de se faire passer pour un humain, mais il a même pas de nom défini et suivi. Bon, écoute, franchement oui, c'est mieux qu'Alice il y a 20 ans, hein, ça y a pas de souci. Après, pour 175 milliards de paramètres, c'est pas non plus à se rouler par terre.
Après, c'est un proto bridé. On connaît ton enthousiasme pour les chatbots de toute façon. Mais moi, j'adore les chatbots, hein. Franchement, c'est... mais bon, voilà. Là, je dis, c'est aussi un proto bridé, probablement, hein, pour éviter que ça parte en live. Donc, on verra. Il y a du potentiel. Après, il y a aussi peut-être du travail. C'est un sujet très intéressant que la mise à disposition des chatbots, cela dit, parce que, et ça fait l'objet d'ailleurs des articles que tu as référencés dans les notes de l'épisode, mais il y a cet enjeu quand même de confronter cette technologie au grand public parce qu'ils vont le mettre à l'épreuve de la réalité du quotidien, ce que les ingénieurs des boîtes, aussi bien payés, aussi nombreux soient-ils, ne pourront jamais faire. Et pour autant, à partir du moment où tu mets à disposition ces outils en test auprès du grand public, forcément tu te heurtes à l'affichage dans de très grandes lisibilités, très grande visibilité de tous leurs défauts. Et donc c'est compliqué, je pense, pour ces boîtes-là d'avancer sur ces sujets-là parce qu'ils ont besoin de les mettre à disposition pour les améliorer. Et en même temps, ils savent éperdument qu'à partir du moment où ils les rendent publics, ils feront l'objet de critiques. Donc bon, c'est sans doute pas facile. On parle un peu d'Oracle, Guillaume. Ouais, on n'y pense pas en premier, Oracle, hein, quand on parle de grosses boîtes qui pistent tout le monde de manière plus ou moins abusive. Mais dans la famille, je pense que le papa c'est Google, j'imagine, le tonton c'est quand même Oracle. Apparemment, ça y est, il devient le tonton du truc. Oracle se vante lui-même, quand même, sur scène, carrément. Enfin, Larry Ellison se vante au nom d'Oracle en avoir conçu un outil de deep learning qui agrège les données de plus de 1500 sources sur près de 5 milliards de personnes. Alors je rappelle que la population mondiale c'est 7,7 milliards de gens, dont un bon tiers n'ont pas Internet. Ce qui nous fait qu'Oracle... Il y a une bonne chance que vous soyez dans ces 5 milliards. Quoi. Essentiellement, Oracle a un dossier sur tout le monde. Donc, des données qui sont des données démographiques, donc il y a nom, adresse, email, salaire, des données commerciales, comme l'historique des achats, les centres d'intérêt, les données géographiques aussi, des données sur les liens sociaux. Et donc, Larry Ellison explique le plus sérieusement du monde qu'il veut mettre tout ça à disposition comme SaaS, Software as a Service, hein, pour qui voudra, pour qui paiera pour. Oracle a investi pas mal, hein, d'ailleurs, dans tout ça. Il a acheté des boîtes de ciblage depuis un moment. Il a même racheté BlueKai en 2014 pour 400 millions de dollars. Alors BlueKai, il avait une des plus grosses bases de données de suivi web à l'époque. Donc en gros, c'était le spécialiste du pixel, tu sais comment on dit, des pixels de tracking. Donc il y avait des pixels de tracking un petit peu partout. Quel site tu vois, quels emails tu lis, de quelle newsletter tu te désabonnes, voilà. De toute façon, il n'y a aucune donnée qui n'a pas de pertinence pour BlueKai. Ils aspirent tout. Et ensuite, ils mettent beaucoup d'efforts à synthétiser tout ça sous forme de graphes, de profils, qui revendent à des publicitaires. Rien de nouveau, hein, si ce n'est que c'est un acteur qui est souvent un peu oublié, d'ailleurs, à tort, hein, Oracle. Et puis, l'ampleur monstrueuse de l'initiative. Parce que je pense que vous n'étiez pas au courant, alors que vous faites sans doute partie de la base, hein, parce qu'il y a un exemple qui a été donné par Larry sur scène, c'était un Allemand qui avait fait un pari de 10 balles sur un site sportif. Donc personne n'est à l'abri. Et tout le problème, c'est ça, c'est que ça sort de nulle part, et c'est pourquoi le Conseil irlandais des libertés civiles attaque Oracle en justice et lance une class action contre Oracle pour violation de la vie privée de milliards de gens, partout dans le monde. La pointe est déposée en Californie quand même, hein, parce que Oracle ayant aussi violé au moins 2 lois sur la vie privée là-bas. Donc écoute, Oracle est devenu une machine de surveillance qui est assez hallucinante et qui pourrait même, va savoir, rivaliser avec Google, Facebook, voire Amazon. Va savoir. On imagine qu'en tout cas ils ont les ressources pour le faire, en tout cas. On le suivra ensemble, ça fait partie des acteurs qu'il va falloir suivre sur ce sujet. Tu parles d'Amazon, tu voulais revenir, Guillaume, sur cette excellente idée de média qui est lancée par Amazon. C'est une nouvelle série et non, c'est pas Black Mirror, mais presque, mais pas du tout. C'est Ring Nation, et donc c'est une série basée sur ce qui est filmé par les sonnettes connectées Ring, Guillaume. Mais ouais, tu sais, il fut un temps où avoir des caméras partout dans les villes, ça faisait réagir. C'était un temps où il était impensable que des gens installent eux-mêmes, en payant pour, des caméras de surveillance sur la rue qui, par ailleurs, serviraient aussi occasionnellement d'interphone. C'est vrai. Donc aujourd'hui, les flux captés par ces caméras, ça fait une reality TV comme une autre, tout simplement, puisque MGM va passer sur Prime Video la série Ring Nation, qui est une sorte de vidéo gag, sauf que les gags sont filmés par les sonnettes, par les caméras connectées Ring. Alors, comme si le fait que les gens soient filmés en permanence par les portes des maisons devant lesquelles ils passent n'était pas assez creepy en soi, c'est vrai qu'il y a certaines âmes un petit peu trop pures qui trouvent ça un petit peu inquiétant. Écoute, on va en faire une série rigolote, du coup, tu vois, pour essayer de ramener un petit peu d'étendre un petit peu l'atmosphère. Regardez, c'est marrant ce chien qui mange un chat. Ah non, pardon, on va l'enlever ça. Bref, Ring Nation, c'est une série filmée par des caméras Ring qui appartient à Amazon.
qui est produite par MGM, qui appartient à Amazon, qui est diffusée sur Prime Video, qui appartient à Amazon, et dans laquelle vous jouez vous-même, qui appartenait à Amazon, en tout cas très prochainement, très prochainement. Ah, bien vu. Ouais, on en avait parlé brièvement cet été. Il y a un côté malaise quand même dans le fait qu'une société puisse proposer cette série-là. Tu te dis, finalement, dans l'arbitrage au départ, il y a vraiment pas un mec qui s'est dit et qui a levé la main en disant, mais en matière d'image, est-ce qu'on est sûr qu'on est bon là? Il y a personne qui s'est dit ça. C'est génial. Tu voulais nous parler d'un acteur. Alors, j'ai vraiment découvert. Hein, et le nom est vraiment à la fois mignon et un peu bizarre. C'est Pinduoduo Duo. Qu'est-ce que c'est Pinduoduo, Guillaume? Pinduoduo, c'est très 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 bien. Non, je sais pas, enfin, je connais pas très honnêtement, mais je connaissais pas du tout non plus. Alors, et pourtant, Amazon tremble, parce qu'alors Amazon, il est puissant, en plus, il est bien installé, quand même. Mais même lui, il peut pas se reposer sur ses lauriers, qui sont pourtant probablement de fort belle taille et fort touffus. Parce que la concurrence, elle arrive et elle est brutale, apparemment, dans tous les sens du terme. Alors, concurrence, donc, c'est ce Pinduoduo, qui va arriver aux États-Unis, et je sais, même avec son nom à coucher dans les égouts, ils peuvent se révéler dangereux. Pinduoduo, c'est jeune, c'est une boîte qui a été fondée en 2015 en Chine, et qui est devenue très vite un monstre là-bas, et une des plus grosses plateformes d'e-commerce du monde en vrai. À la clé, des prix planchers, voire des prix de gros, car en fait on peut s'associer avec d'autres acheteurs pour faire des commandes de groupe, et en se coordonnant via WeChat par exemple, dans lequel Pinduoduo est directement intégré. Et donc évidemment les prix défoncés, les prix massacrés, les prix maltraités, c'est toujours un succès, pauvre petit prix. Mais il n'y a pas que les prix qui sont maltraités, apparemment les conditions de travail pour Pinduoduo feraient passer celles d'un entrepôt Amazon pour une attraction Disney World. La marque elle est controversée, même en Chine. Même là-bas, il y a eu des scandales à la suite de décès, à la suite de bâtiments littéralement surpeuplés et invivables, d'horaires de travail qui font passer les salariés japonais pour des touristes. Voilà, ça a fait d'ailleurs bondir China Labor Watch, qui est une ONG qui documente les conditions de travail en Chine. Ils ont un site bien foutu d'ailleurs qui est assez édifiant. Vous pouvez aller faire un tour dessus et essayer de faire abstraction du fait que la moitié de ce qui vous entoure est probablement fabriqué là-bas. Mais bon. Donc, Pinduoduo arrive à saturation en Chine, en gros, tous ceux qui peuvent l'utiliser l'utilisent, et comme Alibaba ou autre. Donc certains sont partis en Amérique latine, d'autres dans le sud-est asiatique, et Pinduoduo, lui, va aller aux États-Unis. Parce qu'après tout, TikTok, ça cartonne là-bas. Il y a Shein aussi, une marque de fringues qui s'implante, donc qui s'est implantée aux États-Unis et qui est aussi, enfin, qu'on peut utiliser en France. Hein, il y a un site en français de Shein, qui est une sorte de Primark chinois, tout simplement. Mais pour conserver des prix planchers, Pinduoduo, il va probablement essayer de faire exactement aux États-Unis comme en Chine, c'est-à-dire payer moins pour travailler plus. On verra bien à quel moment ce nivellement par le bas deviendra vraiment inacceptable. Enfin, c'est quand même dans ces moments-là qu'on voit l'intérêt d'un truc comme le code du travail, tout ça, ce genre de machin. On a trouvé pire que les conditions de travail d'Amazon, c'est génial. On termine cette rubrique qui fait quand même lever les sourcils avec Meta, quelques infos autour de Meta qui vont aller de la partie légale à la partie réalité virtuelle. Tu voulais notamment relayer le fait que Sheryl Sandberg était un petit peu sauvée dans les affres qui concernent Meta, Guillaume. Ouais, on finit la section avec un mini tunnel méta, une section très GAFAM finalement, enfin avec Oracle, mais bon. Oracle, c'est un petit joueur, il est pas dans les GAFAM, dans les gamins, parce qu'il pèse que 200 milliards, bof. Mais bon, voilà, Meta, petit joueur. Meta va trouver un accord amiable effectivement pour se sortir du scandale Cambridge Analytica et pour éviter à Sheryl Sandberg et Mark Zuckerberg de devoir témoigner pendant des heures. Sur le principe, c'est même déjà fait en fait, il y a 60 jours pour finaliser ça. Je sais, je vous parle régulièrement de Cambridge Analytica depuis 4 ans, mais voilà, vous voyez... Toutes les bonnes choses ont une fin, apparemment. Bon, voilà, les bonnes choses, on en trouve aussi sur Facebook, certainement, mais pas tant que ça dans le top 20 des posts les plus vus et partagés, puisqu'en fait, on a remarqué que ce top était rempli de mèmes qui viennent d'autres plateformes. Instagram, TikTok en tête, et qui sont repostés par des comptes spécialisés, des trucs comme IDIS360 ou Fact Daily, bon, globalement, voilà, des trucs très spécialisés, quoi. En fait, le fait que les trucs les plus vus sur Facebook soient des vieux mèmes lourdingues est pas le plus intéressant là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est que ceux qui les postent poussent aussi entre deux des trucs qui leur apportent de l'argent. Par exemple, des formations creuses beaucoup trop chères, ou comme dans un bon vieux spam familial, en fait. Du genre, voilà, comment devenir riche en revendant des trucs chinois sur Amazon, voilà, ou en montant 250 comptes Instagram, ou le classique. Cette maman grenobloise, elle fait 700 € par jour avec une technique incroyable. Bon, voilà, vous voyez, on a tous eu. Bon, en creux, en fait, les spécialistes sont angoissés par la disparition de CrowdTangle, qui est l'outil maison Facebook d'analyse.
et cherche à avoir des angles justement pour analyser les prochaines vagues d'infox et de conspi qui vont arriver, parce que si pour le moment les comptes qui marchent le mieux se servent de vieux mèmes pour passer un petit peu de spam discretos comme ça, demain ça pourrait très bien être pareil avec des trucs politiques, des infox, des conspirations X ou Y, etc. Bon, on termine quand même sur une double bonne nouvelle quand même, parce que c'est vrai que c'est dommage. Bon, Zuckerberg a confirmé à Joe Rogan que le prochain casque Meta sortira en octobre. Et vous pourrez utiliser ce truc-là sans compte Facebook, car le compte Meta, ainsi que d'ailleurs le profil Horizon, n'attendent désormais plus que vous. Bon voilà, ce qui concerne le casque VR, il n'y a pas beaucoup plus d'informations que ça. La maigre description qu'en a fait Marc fait penser au projet Cambria, donc il y aura un suivi du regard. Ça veut aussi dire qu'on aura affaire à un casque cher, un casque haut de gamme qui remplacera pas le Quest, d'ailleurs, dont le prix a bondi de $100. Vous avez sans doute vu passer ça depuis le 1er août. Cambria coûtera plus de 400 balles. C'est quasi certain. Ça sera intéressant de le comparer au PSVR 2 d'ailleurs. Et bientôt peut-être au casque Apple, d'ailleurs, dont on pourrait peut-être avoir repéré le nom, pas si t'as vu, les casques, les marques, pardon. Reality One et Reality Pro. Exactement, notamment. Et Reality Processor, bien sûr, ont été déposés un petit peu partout dans le monde. Donc voilà, c'est des boîtes intermédiaires qui l'ont fait. Ça n'a pas été directement retracé à Apple. Enfin, ça sonne vraiment bien pour un casque Apple, Reality Pro. Et ça match avec Reality OS qui avait été identifié évidemment auparavant. Tu sais que du coup j'ai relancé, comme je le relance de temps en temps, mon Oculus Quest. Alors 2 choses, je l'avais déjà relancé cet été et je suis tombé amoureux d'une application de méditation dessus. Écoute, j'aurais jamais imaginé qu'un des usages sympas d'un casque de réalité virtuelle ce serait de la méditation, mais j'en ai trouvé un qui est vachement bien. Enfin en tout cas je crois que c'est un service qui existe un petit peu partout. Je crois que ça s'appelle Trip si je dis pas de bêtises, sur plusieurs plateforme, mais qui est dispo aussi sur Oculus. Et donc, je trouve ça assez cool, en fait. Je trouve ça un usage assez sympa que j'avais pas identifié. Et j'avais testé aussi... bientôt, ça sera un des usages des Oculus et des trucs comme ça. Ce sera pour montrer à des enfants des trucs comme ça qu'ils trouvent plus dans leur environnement immédiat, comme des arbres, des insectes, des animaux. Certains animaux. De l'eau. Bon, c'est déjà le cas pour les dinosaures, tu me diras, de l'eau. Oui, t'as raison, effectivement. Ah, que c'est réjouissant. Et en tout cas aussi pour dire que j'ai voulu tester, tu l'imagines, Horizon Worlds, et qui n'a pas été dispo sur le Quest 1 pendant des semaines. Alors c'est peut-être moi qui n'avais pas fait toutes les mises à jour qu'il fallait, qui n'ai pas vendu mon âme au diable pour créer tous les comptes qu'il fallait, Oculus, Meta, j'en sais rien. Mais là, j'ai retesté ces derniers jours, et ça y est, il est dispo sur le Quest 1. Alors j'ai lancé Horizon Worlds, Guillaume. Tu imagines bien, je voulais tester de mes propres mains, de mes propres yeux, de mon propre cerveau. Écoute, j'arrive à lancer une pop-up qui me propose de jouer avec d'autres et j'ai jamais compris comment ça marchait. Donc ça m'a pas l'air encore complètement au point. Je vous dirai si ça avance dans les prochains épisodes. Justement, on va parler plus sérieusement et plus concrètement de jeux vidéo, à commencer par le matériel que nous amènera peut-être le Papa Noël au pied du sapin, parce que les prix, a priori, vont évoluer un petit peu. En tout cas, on va avoir la possibilité de s'équiper pour du gaming, Guillaume, à des tarifs un peu plus jouables que ce qu'on avait l'habitude de constater ces derniers mois. Écoute, j'aurais pas cru dire ça un jour, mais il semblerait qu'il y ait trop de GPU en stock, voilà, trop de cartes graphiques. Nvidia en aurait produit trop, les ventes se sont tassées, pour les PC aussi d'ailleurs, il s'en est vendu tellement finalement pendant la période Covid que ça a un peu saturé le marché. Et puis bon, comme la récession est là, ou elle arrive en tout cas à grands pas, enfin elle arrive à l'horizon, on la voit, là vous pointez le bout de ses cornes, voilà, le minage c'est fini en plus, bon. Donc les grossistes se retrouvent avec trop de stock et ils désespèrent de vider les inventaires, donc il y a une vague de baisse de prix qui a déjà eu lieu. Il n'y a pas eu beaucoup d'effets et donc il va y en avoir une autre. AMD et Nvidia se sont mis d'accord, ça va être les soldes, voilà, ni plus ni moins. Il y a d'autres marques aussi, comme Asus, Acer ou MSI, qui ont de très gros inventaires. Asus, il aurait même presque pour 7 milliards d'inventaires et qui peut pas envoyer aux grossistes ou aux intégrateurs, qui peut pas sortir des usines parce qu'il n'y a pas la place. Et donc, c'est le moment du discount. Bon, ils vont probablement aussi utiliser une partie de leur stock dans les prochaines lignes de produits, faire quelques économies, mais bon. Donc, en gros, si vous lorgnez sur une carte graphique ou plus généralement sur du matos, ça pourrait devenir le bon moment dans les prochaines semaines. Bon, évidemment, à moins que vous attendiez fébrilement les GeForce 4000 qui devraient être annoncés en septembre. Les Black Friday vont être encore plus intéressants que d'habitude pour ceux qui aiment consommer à tire-larigot. Un petit mot aussi sur l'augmentation des prix, pour le coup, concernant les consoles, et en tout cas la PlayStation 5, Guillaume. À l'opposé du spectre, oui, on a Sony qui fait des anti-soldes, puisque le prix de la PlayStation 5 augmente presque partout dans le monde à des degrés divers, entre 10 et 12%, 12,5% même en ce qui concerne l'Europe.
La PlayStation 5 digitale passe à 450 balles et là, celle avec Blu-ray, celle avec lecteur Blu-ray, elle est à 550. Joyeuse rentrée, voilà, c'est pour le 15 septembre. Pratiquement tous les territoires sont impactés, sauf les États-Unis. Même le Japon est impacté d'ailleurs. Alors Sony se justifie par la conjoncture économique, une inflation, il y a un yen qui est très bas face au dollar. C'est vrai que le yen a perdu presque 30% en un an face au dollar. Si tu as une trésorerie en yen, et que tu dois acheter des trucs négociés en dollars tout le temps avec des prestataires dans le monde entier, bon, ça doit probablement jouer. Mais bon, quand on aime, on compte pas. Du coup, Sony sort aussi une nouvelle manette, une manette DualSense Edge, qui est la réponse tout directe au contrôleur Elite de Microsoft. Et là encore, c'est principalement, tu peux principalement customiser, voilà, ta manette au maximum. On connaît pas le prix, mais bon, le Elite dans le nom veut dire plus de 150 balles déjà, c'est sûr. Donc pourquoi pas 200, vu l'ambiance, on sait pas trop. C'est sûr qu'entre ça et la hausse de prix qui est même assez violente du Quest 2, on peut s'inquiéter du tarif demandé pour le PSVR 2 qui se profile à l'horizon. On peut aussi se demander à quel point ça va pas être contre-productif d'ailleurs, parce qu'il y a quand même deux mouvements antagonistes là qui sont contraints, la récession, l'inflation qui font que les joueurs ont moins d'argent, et les prix de la console qui augmentent. Alors qu'elle est quand même sortie depuis 2 ans, tu sais, c'est du jamais vu, hein. Normalement on a droit à une version Slim moins chère là, en ce moment, hein, donc c'est un peu incroyable quoi. Parce que bon, oui, la PlayStation 3 était encore plus chère à sa sortie que la PlayStation 5 ne va l'être désormais, et ça a été un énorme four, la PS3, à sa sortie. Donc, pour l'instant, c'est pas le cas avec le PlayStation 5 jusqu'à présent, mais enfin, c'est vrai que ça paraît un peu dangereux, vu la concurrence. Après, peut-être que Sony a vraiment pas le choix, je sais pas, tu vois, tout le monde n'est pas Microsoft, mais bon. Ouais, peut-être qu'ils n'ont pas la même assise et qu'ils ont réellement besoin d'impacter les coûts de production. On sait, hein, les consoles de toute façon qui sont souvent vendues à perte et en l'occurrence vendre à perte quand ça te coûte cher, au bout d'un moment ça a ses limites, j'imagine. Donc effectivement, Microsoft et Nintendo se gardent bien pour l'instant d'adapter les prix de la Switch ou des Xbox Series X ou Series S. Et il y a un acteur qui débarque justement sur la Switch qu'on n'avait pas vu venir. Alors moi je connaissais pas bien, mais qu'a priori les connaisseurs de logiciels non achetés sur les stores peut-être connaissent mieux que moi. C'est un acteur qui amène ni plus ni moins que du DRM, Guillaume. Ouais, juste un petit mot pour dire que Denuvo, qui est donc ce DRM Oni sur PC, va arriver sur certains jeux Switch. Et la raison en fait est assez dingue parce que c'est pour contrer le piratage sur PC. En fait, les émulateurs Switch sur PC sont assez au point pour que des sites de téléchargement puissent proposer des jeux Switch qui soient tout empaquetés et jouables directement sur PC, sans doute à la manette Xbox, donc c'est assez fou. Et il y a pire donc encore. Donc tu télécharges le jeu packagé et ça te lance l'émulateur et le jeu, c'est ça? Complètement, ça laisse l'émulateur et le genre. Ça peut lancer des émulateurs, enfin des jeux comme Metroid Dread par exemple, qui est un jeu Nintendo, mais ça peut aussi lancer certains jeux sur PC qui existent sur PC, qui sont protégés sur DRM sur PC, et qui sont pas protégés du coup sur DRM sur Switch, qu'ils ont du coup facilement joué en version Switch via l'émulation sur PC. Donc du coup, ce qui est fou, c'est que Denuvo a été sollicité par certains éditeurs pour créer un dispositif anti-émulation. Donc ça sera pas un truc en ligne hein, comme sur PC qui demande une connexion permanente du tout. Ça sera une manière en fait d'empêcher les ROM d'être dumpés, d'être transférés sur PC. Donc pour que ce soit pour un pirate ou pour vous-même. La question de la copie privée pourrait se poser un jour, d'ailleurs on verra, mais bon voilà. Bon, de toute façon, je doute pas que ça finisse un jour par être craqué aussi, hein. Sur PC, Denuvo, c'est pas non plus la panacée, loin de là. Mais c'est clair que ça va rendre la tâche de dumper les ROM et les transférer comme ça plus ardue, en tout cas dans un premier temps, j'imagine. Hyper intéressant ce portage des jeux cette utilisation de jeux Switch sur PC qui est surveillée. Un dernier mot, forcément, sur la Gamescom, Guillaume. Bah écoute, c'était la Gamescom et Cassim y était, hein. Vous pouvez retrouver son article sur Numérama, et oui, le chanceux, il a vu tout ça. Sur Frandroid. Oui, qu'est-ce que vous... sur Frandroid, pardon, j'ai l'habitude. Désolé, c'est sur Frandroid, tu vois. C'est la même maison, mais c'est Frandroid. Voilà. Alors d'ailleurs, qu'est-ce qui a attiré ton attention? Toi, je sais pas, il y en avait pour tous les goûts, il y avait du gros blockbuster comme Harry Potter, il y avait de l'indé plutôt niche, comme cette enquête policière en enluminure, c'est quand même fort, en passant par des jeux de figurines à peindre, des jeux de simulation de figurines à peindre un petit peu. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi? Écoute, moi je commence à être hyper intéressé, mais de plus en plus dubitatif sur quel jeu il va y avoir pour Hogwarts Legacy, donc dans le monde d'Harry Potter, parce que moi forcément sur le papier je me suis plongé ou replongé dans Harry Potter avec mon fils il y a de ça moins de 2 ans. Il a dévoré la saga de bouquins, on a redévoré ensemble les films et forcément il est un petit peu drogué à Harry Potter depuis, même si ça s'est un petit peu calmé avec le temps. Et un jeu comme ça en monde ouvert
dans le monde de Harry Potter. Franchement, je trouve que sur le papier, ça envoie du lourd, mais j'ai quand même encore un petit peu de mal à savoir si vraiment ça va être un gameplay comme on l'attend. Et d'ailleurs, si on va avoir le temps. Donc ça, c'est un truc que je surveille. Et par contre, un truc que Cassim n'en finit plus de vendre et sur lequel il arriverait presque à me donner envie de me lancer, mais non, je sais très bien que je le ferai pas. C'est Two Point Campus parce que il en parle tellement bien, tellement de manière valorisante et en référençant Two Point Hospital. Ça donne envie, hein, franchement, de se plonger dedans, mais je sais éperdument que j'aurai pas le temps de jouer à ces jeux-là. Il y a sans doute des choses qui ont retenu ton attention, Guillaume, par contre. Moi, honnêtement, Pentiment, c'est l'enquête au Moyen-Âge en enluminure. C'est vrai que c'est assez intriguant, mais c'est pas vraiment ma tasse de thé, ce genre de truc. Mais je suis beaucoup plus intrigué par le jeu de survie d'une. Par contre, ça a l'air marrant. Alors, apparemment, c'est une sorte de MMO, ça sera probablement proche de Conan Exile, en fait, hein, qui est le gros succès de Funcom, qui est donc le créateur aussi de ce truc d'une. Donc on n'en sait pas énormément plus, on a eu un trailer, on a eu une bande-annonce, mais il n'y a pas vraiment de gameplay, on n'a rien vu, c'est vraiment dommage. Après, oui, ça sera probablement proche de Conan Exile, et bon, ça peut être vraiment sympa, effectivement, parce que l'ambiance est quand même énorme. Ça peut être très spectaculaire, donc ouais, c'est vraiment pas mal. Alors, par nostalgie aussi, évidemment, je suis assez curieux du remake d'Alone in the Dark, parce qu'ils vont faire un remake. Alors pour l'instant, graphiquement, ça tue pas, mais l'ambiance pourrait compenser. Enfin, graphiquement, c'est pas vraiment réaliste, c'est un petit peu... C'est du cartoon réaliste, si tu vois ce que je veux dire. C'est du cartoon qui est assez détaillé, mais qui est pas vraiment réaliste, quoi. C'est un peu entre les deux. Bon, pourquoi pas, je sais pas. C'est vrai que ça, voilà, je m'interroge un petit peu. Et puis il y a peut-être Under the Waves aussi. Under the Waves, c'est une aventure sous-marine tripante. Alors tripante pas au point d'Abzu, mais justement, moi j'avais bien aimé Abzu. Et ça a l'air plus dark, donc voilà, tu plonges, et voilà, ça se passe sous la mer, évidemment. C'est attirant de manière sombre et glauque, si tu veux, tu vois, il y a cette histoire, tu suis cette espèce de truc, là t'es tout seul, tout le temps, enfin je sais pas, cette espèce d'histoire, ça a l'air marrant. Moi, Under the Waves, je veux bien essayer en tout cas, mais bon. On verra à quoi j'ai le temps de jouer pareil aussi. Hein. Ah ouais, ça devient un sujet. Est-ce que ta fibre nostalgique t'amène à attendre l'arrivée de Return to Monkey Island au passage ? Pas vraiment plus que ça. Peut-être que moi, je suis passé complètement à côté de cette saga. Alors non, moi j'aimais bien aussi. Moi, j'ai joué aux deux premiers, mais je sais pas. Enfin, j'ai joué aux deux premiers, mais après j'ai arrêté, quoi. Et bon, est-ce que je peut-être. Mais c'est vrai que là, c'est pas forcément un truc que j'attends avec impatience, mais bon. Bon. Écoute, je sais pas effectivement quel temps tu auras de dispo pour jouer, et puis on aura le temps de reparler de tout ça dans de futurs épisodes, parce que oui, la 10e saison de Tech Café est officiellement relancée. J'espère que ça vous aura fait plaisir de d'écouter un épisode comme vous avez l'habitude d'en entendre, et je pense les épisodes qui vous plaisent, parce que on vous apporte une info bien calibrée et en même temps dans un ton un peu agréable, en tout cas j'ose l'espérer, et le plus léger possible. N'hésitez pas à nous le faire savoir, en tout cas, vous le savez, hein, dans les avis sur Apple Podcast, Podcast Addict, ou même les petites étoiles sur Spotify, en déposant des commentaires sur techcafé.fr et en échangeant entre vous et avec nous sur Discord. Je suis évidemment ravi de savoir que vous allez envisager de vous rendre sur patreon.com/techcafé pour en savoir un petit peu plus sur le dispositif de financement participatif dont je vous ai parlé en intro. Et puis, vous pouvez forcément aussi nous retrouver individuellement, n'est-ce pas? Enfin, Guillaume, au bout de 10 ans, tu vas pouvoir nous dire où est-ce, 10 ans, au bout de 10 saisons de Tech Café, en tout cas, tu vas pouvoir révéler au monde où on peut te retrouver sur Internet. Oh bon, moi, on va encore me retrouver à taper la discute avec Blunderbot. Hein. Je vais le faire avouer comment il s'appelle, vraiment, je veux connaître son vrai nom. Ouais, give me your true name, please. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr, sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se retrouve dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.